Cette émission est une présentation du Centre de jardinage Canadian Tire. Que vous soyez novice ou passionné au pouce vert, vous trouverez une sélection de plantes qui conviennent à nos conditions climatiques. Chez Canadian Tire. Bienvenue à cette 7e émission de Secrets de jardinage. Cette semaine, on arrache de l'herbe à poux, on cultive des légumes au jardin communautaire, on protège le merle bleu. Nous aurons la chronique Canadian Tire, mais tout d'abord, découvrons ensemble une dizaine de plantes comestibles. Des fleurs peuvent être ajoutées à nos plats de tous les jours. Elles sont si belles et si faciles à cultiver. Odette Binette nous en présente quelques-unes. Bonjour Odette. Bonjour. Alors, tu as devant nous un magnifique plateau avec toutes des fleurs qu'on peut manger qui sont comestibles. Oui. Alors, présente-nous-les une à une avec les caractéristiques de chacune. OK. Ici, c'est de la monarde. La monarde, elle a un petit goût poivré. Fait qu'on rajoute ça dans nos salades aussi. Ça fait comme complément, vraiment. On pourrait tout dire qu'on les met dans les salades. C'est ça qui donne plus. Ou tu sers un beau déjeuner ou ce que tu lui mets une belle hémorrhacale. Les hémorrhacales se mangent toutes, mais ils ont toutes un goût différent. C'est pour ça que je t'en ai mis quelques-unes dans l'assiette. Puis tu vas voir que le goût est vraiment différent. La bégonia, c'est la bégonia de jardin qui se mange. Elle a un petit goût surette, pareil comme des petites pommes vertes, là, blanches, qui sortent au mois d'août, là. Ça fait vraiment penser à ça. Le rosier, mais c'est le rosier rugosa. Pas toutes les roses qui se mangent, mais celui-là se mange. Elle est sucrée, elle est bonne. Et celui-là, ici, je vais te faire découvrir ça. Ça sent la boule noire. La réglisse noire. Oui, la réglisse noire, c'est ça. Puis on mange les... C'est tout petit, là, mais c'est les petites fleurs qui sont tout petits, qui se mangent. Tu peux goûter si tu aimes la réglisse noire, là. On peut les ajouter aux salades. Oui, là, ça donne un petit goût de réglisse quand on mange. C'est ça. Ça, c'est la fleur de l'hosta. Il y en a qui disent qu'ils se mangent toutes, mais moi, je préfère plus la blanche. Les autres la aussi. Fleur blanche. La fleur blanche. Parce qu'on les trouve aussi, les autres couleurs d'hosta qu'on peut trouver. C'est les bleus, okay. Mais bleu mauve, là. Mais c'est la blanche. Moi, je préfère la blanche. Les petites pensées aussi. Qui se ressemblent parfois toutes seules. Oui, mais c'est vraiment un goût vraiment délicat. C'est vraiment les tout petites. Vraiment. Il y en a toutes les couleurs, même les très grandes, on peut les mettre en salade. Oui, on peut les manger. Ben oui. Il y a aussi les campanules, la fleur de la campanule, les capucines, calendules, les petits soucis, les fleurs jaunes. Mais ils ont tous des goûts différents, puis c'est vraiment agréable à mettre dans son assiette. La tagette? Ah oui, la tagette. La tagette, je trouve, c'est beau, mais je trouve qu'elle a un petit goût amer. C'est là, mais... Toujours en salade? Toujours en salade. Peut-être dans la salade, ça paraît moins, là, mais je veux dire... Ou juste la présentation de tes plats, tu sais, les fleurs d'orchidée, des choses comme ça, c'est aussi... Ça se mange, mais tu aimes bien présenter un plat avec une belle... Ça, c'est de l'onacre. La petite fleur jaune au printemps. Bien, au mois de juin aussi, là. C'est aussi, ça a un petit goût délicat. Ça, c'est quelques sortes que j'ai parmi mon jardin. Alors, on va les reprendre rapidement, mais en parlant plus au jardin, comment ces fleurs-là se comportent, comment on les cultive au jardin. OK. Le hosta, ça va dans un à l'ombre, mi-ombre. Très facile à cultiver. Très, très facile à cultiver. Les petites tagettes, bien, on savait que ça éloigne les bébites aussi, fait que vous pouvez mettre ça autour de vos plants de tomates. Puis ça fait de la petite couleur dans votre potager. La monarde... Il y en a de différentes couleurs aussi. Elle n'a pas de problème non plus, mais il y a certaines variétés où sont sujettes au mildiou. Mais maintenant, ils ont sorti des nouvelles sortes qui sont vraiment résistantes. Est-ce qu'elle peut être envahissante, la monarde? Oui, mais tu enlèves, tu en mets plus loin, tu décores. Puis celle qu'on voit plus souvent dans la monarde, c'est la rouge, hein, qui est un peu plus commune? C'est la rose. C'est la rose. La rose. La nouvelle variété, les rouges, ceux-là sont moins sujets au mildiou, mais ils peuvent quasiment atteindre... La grandeur d'un humain, là. Oui, c'est ça.
Le rosier, ben, c'est le rosier sauvage, où ce que lui, si tu le tailles pas, ben, il prend de l'ampleur. Il y a des rhizomes aussi. Mais moi, je me dis, si tu aimes les fleurs, ça te dérange pas. Si te nuit, tu l'enlèves, c'est tout. À quel moment on pratique la taille sur le rosier? La taille du rosier, moi, je vais le tailler. Ben, après chaque floraison, tu peux enlever les fleurs fanées, mais tu tailles jusqu'à là où il y a 5 feuilles. Tu le réduis. Et moi, à l'automne, on le rabat quasiment du tiers on le protège avec du pays. C'est tout là. On ne met pas de cône, rien de ça. Pas pour les rosiers sauvages. L'hosta, on en a parlé. Le bégonia, ben ça, c'est les fleurs annuelles. Fait que c'est dans tes balconnières ou en pleine terre. Moi, je les ai découverts cette année. Je n'avais jamais mangé avant. Fait que là, j'ai commencé à y goûter, puis j'adore. Moi, je suis une fille surette, fait que j'adore ceux-là. Les mérocales, ça, c'est la plus grande. Celle-là, là, c'est la variété où c'est les plus anciennes, qui viennent vraiment hautes. Qu'on hérite un peu de nos grands-mères, là. Oui, c'est ça. Puis que tu peux même planter dans un sol très, très pauvre, puis il résiste très bien. Celle-là qui goûte la réglisse. La réglisse. Son encore. Agastache. 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 Puis aussi, là, les oiseaux, ils les adorent. Surtout les petits oiseaux jaunes, là. Les serins? Non. Les chardonnerets. Les autres, là, c'est tellement fun de les voir aller, là, manger ça, là. Là, je dis à Mané, quand je les ai vus manger ça, je dis, voyons, les autres les mangent, nous autres aussi, puis c'est vraiment bon. Il nous resterait la jaune ici. L'onac, ça, c'en est une plante qui est envahissante, par exemple. Quand tu la plantes dans ton jardin, c'est vraiment de la délimiter. Sinon, elle prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace. Donc, elle va endurer plusieurs types de sols, des conditions pas nécessairement faciles. Non, tu peux la planter dans un sol sec, bien drainé. Il n'y a aucun problème. Elle survit très bien. Eh bien, c'était un beau tour d'horizon des plantes comestibles de nos jardins. Je vais te faire goûter. On va terminer en dégustant. Bon appétit. Bon appétit. Merci beaucoup, Odette. La Ville de Victoriaville mène à chaque année une campagne d'arrachage d'herbe à poux. Carline Gazal, du service de l'environnement de la Ville de Victoriaville, nous parle de cette plante indésirable. Bonjour, Carline. Bonjour. Les gens confondent facilement l'herbe à poux avec l'herbe à puce. Est-ce que tu peux nous faire la différence entre les deux? Bien, l'herbe à poux, qui est vraiment indésirable au niveau de la santé, parce que c'est elle qui, au niveau des allergies là, du mois d'août, fin juillet, mois d'août, c'est vraiment l'herbe à poux, le pollen dans l'air qui aggrave là, cette problématique-là. Donc, c'est vraiment celle-là, tandis que l'herbe à la puce, c'est vraiment plus au niveau du toucher, elle est toxique. Donc, on la retrouve plus en milieu forestier, celle-là. Alors, elle a ces 3 feuilles brillantes qu'on reconnaît, mais sinon, l'herbe à poux, on la voit plus vraiment sur le bord des routes, le long des trottoirs. On la voit apparaître là, tranquillement au mois de juillet, début juillet. Plus juillet avance, plus les plants peuvent se grossir jusqu'à 1 mètre là, facilement, dépendamment des secteurs. Si elle est coupée toujours, bien, elle va s'adapter puis elle va rester très, très petite, mais elle a tout le temps ses feuilles très découpées, là, comme un peu la carotte, si on veut. Là. Donc, ensuite, bien, il y a une inflorescence qui va pousser et c'est là que le pollen va se disperser plus le fin juillet, début août. Donc, c'est important de la contrôler pour ne pas qu'elle fasse sa fleur. Concrètement, qu'est-ce que fait la Ville de Victoriaville pour encourager les citoyens à aider les citoyens allergiques à avoir une meilleure qualité de vie? Premièrement, il faut la reconnaître. Donc, on a la patrouille verte à vélo qui sillonne les rues de Victoriaville afin de l'identifier. Quand la patrouille le voit sur un terrain, elle a des petites affiches qu'elle va vraiment le disposer à l'endroit du plan, donc herbe à poux ici, avec de l'information aux citoyens pour dire bien, pourquoi, premièrement, l'arracher. Alors, c'est vraiment pour que les gens, tout le monde participe à l'arrachage de cette plante-là qui nuit à un bon pourcentage de la population au niveau des allergies. Puis au début d'août, on fait carrément une journée d'arrachage que vous commanditez. Oui, bien, tout l'été, à partir du mois de juillet, l'arrachage se fait. Mais au mois d'août, c'est une journée spéciale. Les gens qui ont fait leur corvée peuvent apporter leur sac d'herbe à poux. On va les peser. On va les avoir pesés pendant tout le mois de juillet. Puis à la fin, on va vraiment dire là, les quantités qu'on a récupérées, qu'on a arrachées là, cet été-là. Donc, c'est vraiment pour sensibiliser en même temps les gens.
Puis la journée même, vous les invitez aussi à venir faire comme un billet d'arrachage. Oui, bien même pendant la journée, c'est début août, donc c'est vraiment les derniers moments là, pour l'arrachage qu'on fait. Donc à ce moment-là, les gens se réunissent dans les parcs ou les endroits où il y a plus d'herbe à poux, puis à ce moment-là, ramènent leur corvée là, à la Vélogare. Bienvenue à la Chronique canadienne Taar. Aujourd'hui, on va regarder les règles qu'on doit respecter lorsqu'on veut faire de la culture de légumes ou de fines herbes en pot. Premièrement, c'est le choix de notre terreau. Il faut choisir un terreau qui est quand même riche en humus et qui laisse bien respirer les racines. On rajoute un compost végétal. Celle-ci apporte de la matière nutritive durant tout l'été. Pour nos cultures en pot, lorsqu'on veut faire des laitues ou qu'on veut faire des pois, on va choisir un pot de au moins de 30 cm de haut. Pour ce qui est des pois, des choux, des fèves, c'est de 30 à 40 cm de haut. Et pour les tomates et les concombres, il faut aller jusqu'à 60 cm de haut. Lors du choix de vos pots, il faut respecter la hauteur, mais aussi il faut respecter le drainage, car les plantes n'aiment pas avoir les racines dans l'eau. Alors, il faut prendre des pots qui sont bien drainés, qui s'égouttent bien et qui respirent bien. Je vous souhaite de belles réussites dans la culture de vos légumes en pot et n'hésitez pas à venir demander conseil. Vous aimeriez faire un premier potager, mais vous n'avez pas de terrain. Vous aimeriez apprendre à semer 2 rangs de carottes, mais vous n'avez pas d'horticulteur dans votre entourage. J'ai peut-être une solution pour vous. André Poirier nous fait découvrir les jardins communautaires des Bois-Francs. Bonjour, M. Poirier. Bonjour, Mme Martin. Commencez par nous dire, c'est quoi un jardin communautaire? Bien, c'est un endroit où des gens qui n'ont pas d'espace, qui n'ont pas de connaissances, mais surtout pas d'espace, peuvent venir jardiner puis ramasser leurs légumes, semer leurs légumes et les récolter. Puis, dans les gens qui viennent, je pense qu'il y a des gens de tous les horizons, hein? Il n'y a pas de limite, là, je veux dire. Il y a des gens qui viennent de tous les horizons, comme vous dites, des gens qui sont propriétaires d'un condo, qui restent au deuxième, qui n'ont pas d'espace, ou des gens qui sont à HLM, ou encore des gens en sécurité alimentaire qui viennent cultiver pour avoir des bons fruits, des bons légumes. OK. Alors, concrètement, comment ça fonctionne? On loue un terrain qui est un jardinet qui est comme 4 par 6 mètres, une douzaine, 12 par 20 pieds à peu près. Et vous allez l'utiliser. Vous devez être membre. C'est 10 $ pour être membre. Et c'est 20 $ pour un jardinet. C'est les coûts qu'on demande aux gens. Puis, vous encouragez fortement, même c'est un critère de culture, de le faire en agriculture biologique. Oh oui, on force, on donne l'information, puis on espère que c'est comme ça que ça se passe. Alors, qu'est-ce que vous voyez là, dans les différents jardinets? Est-ce que... Ah, bien, la façon de fonctionner, c'est celle que j'aime. Puis quelqu'un d'autre, ça va être d'autres choses qu'il aime. Fait qu'il y a des gens qui vont avoir des fruits ou des légumes qui sont différents de l'autre. C'est aussi une belle biodiversité dans ce sens-là, au niveau de l'ensemble. Il y a des gens qui vont semer sur des butons qui sont très hauts, d'autres qui vont terrain plat. Des gens vont semer de l'avoine autour de leur terrain, d'autres non. Chacun sa personnalité, puis je veux dire, je pense que ça fait quelque chose de joli, puis c'est surtout bon à manger à la fin de l'automne, à l'automne. Alors, je crois que vous avez comme des activités communautaires où vous avez des parcelles qui appartiennent à tout le monde. Oui, dans le sens qu'on a 80 terrains qu'on peut louer. Les autres, on a des framboisiers qui sont communs à tout le monde. Les gens peuvent aller utiliser, prendre des produits qui sont les framboises ou les fraises. On n'a plus de blé d'Inde, c'est une chose qui nous causait des petits problèmes, fait que nos résultats n'étaient pas excellents. Fait qu'on a décidé cette année de louer les terrains qu'on avait pour le blé d'Inde. Il y a aussi une parcelle qui est des fines herbes, que les gens, l'année dernière surtout, avaient de la fine herbe en trop, puis ça... Fait que je dis, regarde, on va utiliser un terrain. Il y en avait un qui n'était pas loué tout près du cabanon. Alors, on a continué ça cette année. Puis au niveau des services, là, quand on vient jardiner... Quelqu'un qui vient membre, il dit, bon, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Bien, en fait, on a un local sur le terrain qui met à la disposition à l'intérieur brouette, bêche, fourche, râteau, tous les outils qu'on a de besoin, sauf les petits outils manuels, là, une petite truelle ou une petite fourche là, à 3 pattes là, qui est manuel dans le sens, les outils sont tous manuels, là, mais qui sont tout petits, comme pas volumineux.
Et ça, c'est à la disposition. On a des barils d'eau pour l'arrosage. Les arrosoirs sont présents aussi. Fait que, non, on est assez bien équipés. Puis je pense que les gens sont surpris de l'accueil qu'ils reçoivent et de la disponibilité des choses pour eux autres. Puis tout l'espace est clôturé. Oui. Donc c'est sécuritaire. Oui, puis c'est ça, on a une nouvelle cette année, on a une nouvelle saison avec une bonne clôture qui barre bien. En tout cas, jusqu'ici, c'est des félicitations qu'on a. OK. Puis je pense que vous demandez aux gens de s'engager, hein? Oui, dans le sens que c'est une politique, c'est un petit peu une genre coopérative, si on veut. Chacun doit donner pour l'été 5 heures de bénévolat au niveau de entretien du terrain. Ça peut être le désherbage, l'herbe à pois enlevée, ça peut être transporter de la terre, ça peut être enlever de la roche. Mettre les bacs de compost au chemin. C'est ça, s'occuper des vidanges et de la récupération. S'occuper du bac à compost aussi. Il y a plein d'activités. On divise ça au début de la saison, puis les gens se portent volontaires habituellement. L'organisation de la fête des récoltes au début septembre, c'est une belle activité qui a regroupé une 50aine de personnes l'année passée. Fait que cette année, on pense qu'on a beaucoup plus de terrain de louer. Tout est loué cette année. Fait que c'est intéressant pour ça. Où sont situés les jardins communautaires dans la ville de Victoriaville? On arrive par la rue Lactantia. L'accès automobile, en tout cas, est par la rue Lactantia. Et ça longe la piste cyclable quand on se dirige vers le lac. Alors, je pense que c'est un endroit qui est très accessible. Il y a de la place pour stationner. Il y a des supports à vélo. On a aussi des toilettes chimiques. Les gens qui viennent pour un bout de temps, là, ils ont tout ce qu'il faut pour être capable d'être fonctionnels. Puis vous avez l'eau potable sur le site aussi? On a l'eau potable sur le site. On a 8 têtes de robinet pour arroser facilement là, nos jardinets. Avez-vous des projets futurs pour les jardins? Bien, on s'efforce à l'heure actuelle d'agrandir par l'intérieur parce que cette année, on s'est rendu au maximum qu'on pouvait louer. Et il y a M. Guaca, un Colombien, qui nous a préparé 3 terrains qu'il utilise cette année un petit peu. Quelqu'un d'autre dans l'autre section a aussi bêché un jardin dans la partie gazonnée et une autre partie qu'on a, à ce bout-ci-là, qu'on a fait labourer, mais c'est très rocheux, fait qu'il reste du ouvrage à faire pour l'année prochaine pour avoir de nouveaux emplacements. Alors, quelqu'un qui voudrait louer un jardinet dans les magnifiques jardins, comment il s'y prend? Bien, je pense qu'aller à la Corpo, à la place Rita Saint-Pierre, on est affilié avec eux autres. De surveiller au mois d'avril, habituellement, première semaine d'avril, on a une conférence de presse avec les numéros de téléphone nécessaires pour s'inscrire. Puis sur le site de la ville de Victoriaville? Probablement, je n'ai pas vérifié, mais on est un organisme reconnu par la municipalité. D'ailleurs, les terrains appartiennent à la ville. Parfait. Bien, c'était une très belle rencontre. Merci beaucoup, M. Poirier. Merci, ça fait plaisir. Donald Perrault de Warwick est un grand amateur du merle bleu et de l'hirondelle. Pour les observer, il leur construit des nichoirs. Nous le suivons sur sa piste des hirondelles. Bonjour, M. Perrault. Bonjour. Alors, depuis quand êtes-vous en amour avec l'hirondelle et le merle bleu? Depuis de l'âge de 5-6 ans. Puis en 97, j'ai décidé d'essayer d'attirer l'hirondelle chez nous. Fait que j'ai construit mon premier nichoir. Puis de 97 en 2000, il me faisait tuer ma femelle par les moineaux. Fait que là, j'ai connu M. Lepage. C'est lui qui a parti l'Association des amateurs d'hirondelles du Québec. Fait que là, je suis rentré membre. J'ai pris des connaissances. Puis grâce à eux autres, je pouvais faire partie d'une piste d'hirondelles. Fait que en 2008, l'association est tombée à l'eau. Fait qu'ils m'ont dit de garder ma piste d'hirondelles, m'en occuper si je voulais continuer. Okay. Fait que j'ai continué. Expliquez-nous ce que c'est qu'une piste d'hirondelles. C'est d'installer plusieurs nichoirs puis de superviser tout ce qui se passe dans le nichoir. Le nombre d'œufs, la date d'éclosion, pour savoir quand les petits vont s'envoler. Puis aussi sauver les petits aussi quand il y a des problèmes de larves. Donc, dans votre piste, vous avez combien de nichoirs? 35. 35. Est-ce qu'ils sont tous à votre domicile? Non. Absolument non. pas. Il faut que j'installe ça sur des terrains des particuliers. Je demande la permission quand il y a un site propice comme ici, un lac avec des fils, puis il y a beaucoup de verdure. Mais l'hirondelle n'aime pas les arbres.
Fait que quand il n'y a pas trop d'arbres, comme ici, c'est dégagé, j'ai pas de problème. Fait que j'installe mes nichoirs là, aux endroits propices pour l'hirondelle et le merle bleu. Puis au niveau du nichoir comme tel, je crois que vous l'avez adapté au fil des ans, hein? Oui, oui. Qu'est-ce que vous avez constaté là, des manques du nichoir vendu? La Peterson, comme celle-ci, la vraie Peterson originale s'ouvre seulement par le devant. Fait que on ne peut pas aller voir les oisillons au-dessus, les œufs. Il faut peser sur le nid. Le nid est porté à tomber. Fait que moi, j'ai modifié pour qu'il s'ouvre par le dessus aussi. J'ouvre toujours par le dessus pour aller voir les œufs, les hirondelles, les merles bleus. Puis quand il y a des problèmes de larves, je vais ouvrir par le devant. Je soulève le nid puis voir s'il y a des larves. Puis s'il y a des larves, je défais tout le nid, puis j'en fais un avec de la paille. Puis quand c'est l'hirondelle, je rajoute des plumes, puis je remets les petits. Mais avant de remettre les petits, il faut inspecter les petits. Des fois, il y a des larves qui restent branchées après. Puis... Il faut les dégager de Ouais, ces ouais. larves-là. Puis pourquoi l'hirondelle aime-t-elle les plumes ou pourquoi vous mettez des plumes? L'hirondelle, souvent, pas dans tous les cas, mais l'hirondelle aime beaucoup tapisser son nid de plumes. C'est plus douillet. OK. Donc l'hirondelle est douillette. Oui, oui. Oui. Vous tenez des statistiques, je pense. Hein? Vous avez un cartable, puis tout est enregistré. Mes 35 nichoirs, là, je supervise, puis je prends tout en note. Ça, j'envoie ça à l'Université de Sherbrooke, à M. Marc Bellil. Lui, il compile tout, non seulement mes données, mais dans d'autres gens du Québec. Puis, je sais pas quand mais qu'il y ait beaucoup de données, il va faire une étude sur les changements climatiques. Comme 2013, ça n'a pas été bon pour l'hirondelle. Beaucoup d'œufs non éclos, des petits qui sont morts de faim. Mais tandis que le merle bleu puis la mésange, ça ne les a pas dérangés pantoute. Depuis le temps que vous suivez vos nichoirs, est-ce que vous pouvez constater là, que, par exemple, l'hirondelle est revenue à Warwick ou l'hirondelle est restée à Warwick? L'hirondelle est restée, elle s'est multipliée. Tandis que le merle bleu, lui, ça a plus que doublé. J'avais au début 1 ou 2 nichoirs de merle bleu, là j'en ai 6-7. Puis ils ont souvent 2 couvées. Le merle bleu, on connaît bien le merle d'Amérique. Oui. Décrivez-nous-le. Faites-nous la différence entre les deux. Le merle bleu, il est plus petit. Il est un petit peu plus gros que l'hirondelle, mais il prend le même nichoir, 1,5 pouce de diamètre le trou. Pas plus gros, pas plus petit. Puis le mâle, le merle bleu, il a le dos bleu azuré, tandis que la femelle est plus terne un peu. Puis c'est ça, le merle bleu, lui, c'est grâce à M. André Dion. Et lui, il a parti le sentier du merle bleu. Je ne me souviens pas à quelle année, là, des années 70. Puis grâce à lui, le merle bleu s'est multiplié. Parce qu'au début des années 70, le merle bleu était en voie de disparition. À cause de la compétition avec d'autres oiseaux, je crois. Oui, le merle bleu était en compétition, lui, avec les tourneaux sansonnets et le moineau. Puis aussi, des années passées, des années 30-40, le merle bleu faisait son nid sur les piquets de coin, les clôtures de perche, qui étaient creusées par la pluie et le vent. Fait que maintenant, il n'y a plus de clôture de perche. Puis aussi, même s'il y a encore des clôtures de perche, le sansonnet puis la corneille voleraient les œufs. Parlez-nous de votre belle histoire avec votre premier merle bleu, là, celui que vous avez tant souhaité. Ah, ouais. Moi, je rêvais de voir, j'entendais parler du merle bleu dans les revues, tout ça. Fait qu'à un moment donné, j'avais jamais vu ça. Je me suis dit, un jour, je vais faire des kilomètres pour aller en voir. Puis j'avais installé un nichoir d'hirondelles derrière chez nous. Puis le couple s'est battu 2-3 semaines de temps avec le moineau. Donc l'hirondelle a quitté. Fait qu'un matin, je me suis couché, je travaillais de nuit. J'entendais un chant spécial, j'avais jamais entendu. Là, j'ai dit, d'un coup, c'est le merle bleu. Fait que j'ai ouvert la fenêtre. C'était bien lui. C'était le mâle qui appelait la femelle. Ça a pris peut-être bien une semaine, puis la femelle est venue chez nous dans mon nichoir. Comment vous avez réagi là, quand vous avez découvert que c'était votre merle bleu qui était arrivé? Ah, j'étais content. J'étais allé réveiller mon garçon qui était pour se lever pour l'école. J'ai levé tellement une demi-heure plus tôt.
pour qu'ils partagent votre bonheur. Ouais, j'ai pris les jumelles, puis là, j'ai dit, gars, ça, c'est beau, un merle bleu, c'était le mâle. Parlez-nous des aventures puis des mésaventures de ces oiseaux-là. Par exemple, je pense que c'est le couple qui nourrit la nichée. Il y a de la mortalité. Comment elle est provoquée? C'est quoi les prédateurs de ces animaux-là, de ces oiseaux-là? Oui, l'hirondelle, c'est le prédateur le plus commun, c'est le moineau. Par chance, il est en déclin ces périodes-ci, là. Mais c'est comme je disais tout à l'heure, en 97 jusqu'en 2000, il se fait tuer mes femelles. Comment ils s'y prennent? Ouais, ils rentrent dans le nichoir, puis la femelle, elle ne peut pas sortir. Il bouche l'entrée. Puis elle ne peut pas se défendre avec son bec. Puis lui, il a un bec cornu, fait qu'il lui perfore le crâne. Fait que lui, il part, puis il est heureux. Okay. Mais par contre, j'ai M. Lepage, le fondateur de l'association, il a fabriqué un pendule anti-moineau. Le pendule-là, je l'installe pas sur la Peterson, mais sur un nichoir standard. On l'installe ici, on coïncide les trous, puis on l'ajuste avec le poids, ici en dessous, le poids de l'hirondelle, qui est environ 18 grammes. Fait que le moineau il est plus lourd. Fait que quand il s'installe, le moineau, le pendule bascule, puis les deux trous ne coïncident plus. Fait que c'est de même que j'ai pu contrer le moineau chez nous. Alors, on a appris beaucoup de choses avec vous, M. Perrault. C'est une histoire fascinante. Alors, on vous remercie pour le travail que vous faites pour l'écologie, pour ces oiseaux. Puis, on souhaite que plusieurs amateurs vont installer des nichoirs à la maison puis vont les suivre avec autant de sérieux que vous. Merci beaucoup. Merci. C'est tout pour cette émission. Nous espérons que vous oserez déguster des pétales d'émérocale comme moi. La semaine prochaine, on cueille des cerises. Cette émission était une présentation du centre de jardinage Canadian Tire, où vous trouverez les outils pour transformer votre cour et votre jardin. Gants, équipements de protection, matériel à moteur pour les projets, paillis, accessoires pour embellir votre cour.